Mort suspecte. Affaire Robert Boulin, entre vérité officielle et secret d'État. Un corps dans la vase, des lettres mystérieuses, une enquête bâclée. Dans les eaux troubles de l'étang rompu, se noient encore aujourd'hui les secrets d'État de la Ve République. Après la découverte du corps à moitié immergé de Robert Boulin dans les eaux de l'étang rompu, la thèse officielle conclut rapidement à un suicide. Mais dès les premières heures, les proches de l'homme d'État doutent. Et si ce n'était pas un simple suicide? Et si Robert Boulin avait été sacrifié sur l'autel de la raison d'État? Épisode 1. Le parcours sans faute d'un homme d'État. Le 30 octobre 1979, un corps flotte dans l'étang rompu de la forêt de Rambouillet. L'eau glaciale a figé ses traits dans une grimace qui trahit déjà une mort brutale. Ses mains sont crispées, agrippant la vase comme un ultime réflexe de survie. Ce corps, c'est celui de Robert Boulin, ministre du Travail et de la Participation du gouvernement de Raymond Barre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Un homme qui, à 59 ans, était promis à devenir Premier ministre. Un homme qui avait traversé la politique française comme on traverse un champ de mines en survivant à tout, ou presque. Qui était Robert Boulin avant de devenir ce cadavre dont la découverte allait déclencher l'une des plus grandes controverses politico-judiciaires de la Ve République? Un parcours exemplaire, celui d'un homme qui savait naviguer dans les eaux troubles de la politique française avec une véritable habileté. Né le 20 juillet 1920 à Villandreau en Gironde, Robert Boulin est le fils d'un médecin de campagne. Son parcours est relativement classique. Études de droit, puis engagement dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rejoint ensuite les forces françaises libres en Afrique du Nord, ce qui lui vaudra plus tard la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Pour beaucoup, cette période forge chez lui un sens aigu du patriotisme et une certaine droiture morale. Si la grande histoire façonne les hommes, elle peut aussi les piéger dans ses contradictions. L'ascension politique de Robert Boulin débute véritablement en 1958 avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Élu député de la Gironde, il entame alors un parcours ministériel impressionnant. Secrétaire d'État au budget, ministre de l'Agriculture, ministre de la Santé publique, la liste est longue, trop longue peut-être. En politique, plus on accumule les fonctions, plus on cumule les secrets. Boulin se distingue par sa loyauté sans faille envers De Gaulle, puis envers Georges Pompidou. Une loyauté qui paye. Il devient l'un des rares hommes politiques à avoir occupé des fonctions ministérielles sans interruption pendant plus de 20 ans, sous 4 présidents différents. Un record qui témoigne de sa capacité d'adaptation et de sa maîtrise des codes du pouvoir. À moins que ce ne soit sa connaissance de dossiers qu'il valait mieux garder secret. Le contexte politique des années 70 est particulièrement tendu. La France se rappelle des événements de mai 68. La crise pétrolière de 73 a frappé l'économie de plein fouet. Le chômage explose, l'inflation aussi. La société française est en pleine mutation. Tiraillée entre les idéaux révolutionnaires encore frais et un conservatisme qui résiste. Giscard d'Estaing, élu en 1974, tente de moderniser la France, mais se heurte à de fortes résistances, y compris dans son propre camp. Dans ce climat électrique, Robert Boulin, nommé ministre du Travail en 1978, doit gérer la crise sociale. Sa réputation de négociateur habile
d'homme de dialogue capable de désamorcer les conflits sans céder sur l'essentiel, en fait un atout précieux pour le gouvernement. Trop précieux peut-être, au point d'en inquiéter certains, car les rumeurs commencent à circuler. Boulin serait le prochain Premier ministre remplaçant un Raymond Barre de plus en plus impopulaire. Une perspective qui aurait pu en déranger plus d'un dans les allées du pouvoir. Mais, parallèlement à cette ascension fulgurante, se dessine l'ombre d'une affaire immobilière qui va tout faire basculer. L'affaire de Ramatuelle. En 1974, Robert Boulin achète un terrain dans le Var à Ramatuelle. Une transaction a priori banale, si ce n'est que le prix d'achat semble anormalement bas et que le vendeur n'est autre qu'Henri Tournay, un marchand de biens aux activités douteuses. La presse commence à s'intéresser à cette affaire en 1979, évoquant des soupçons de fraude fiscale et de favoritisme. Le Canard enchaîné, toujours prompt à déterrer les scandales politiques, publie plusieurs articles sur ce sujet. Boulin se défend, affirmant avoir été trompé par le vendeur. Il dépose même une plainte pour escroquerie contre Tournay. Mais le mal est fait. La machine médiatique s'emballe et les adversaires politiques de Boulin flairent le sang et se déchaînent. Dans les couloirs du pouvoir, on murmure que cette affaire n'est qu'une manœuvre destinée à écarter Boulin de Matignon. Car le ministre du Travail n'a pas que des amis. Ces méthodes déplaisent à certains patrons qui le trouvent trop conciliant avec les syndicats. Sa loyauté gaulliste irrite les giscardiens purs et durs. Et surtout, il connaît trop de secrets, a accès à trop de dossiers sensibles, notamment concernant le financement occulte des partis politiques. La tension monte. Boulin se sent piégé, acculé. Il multiplie les déclarations pour se défendre, mais chaque intervention semble l'enfoncer davantage. Il devient irritable, paranoïaque même. Ses proches s'inquiètent de son état psychologique. Certains témoins affirmeront plus tard l'avoir vu dans un état de grande agitation les jours précédant sa mort. Car l'histoire de Robert Boulin va connaître une fin brutale et mystérieuse. Une fin qui, plus de 40 ans après, continue d'alimenter les théories du complot et susciter des interrogations. Une fin qui sent la boue, l'eau croupie et le sang. Une fin qui ressemble étrangement à un règlement de compte. Alors, que s'est-il passé ce 29 octobre 1979 ? Ce jour-là, Robert Boulin quitte son domicile tôt le matin. Il laisse plusieurs lettres, une à sa femme, une à ses enfants, une au Premier ministre Raymond Barre et une autre au président Giscard d'Estaing. Le contenu exact de ces lettres reste flou, mais selon la version officielle, elles évoquent son désespoir face aux accusations dont il fait l'objet et annoncent son intention de mettre fin à ses jours. À 8h30, il achète un flacon de Valium dans une pharmacie. Puis, selon le récit officiel, il se rend en forêt de Rambouillet, avale les médicaments mélangés à du whisky et se laisse mourir dans l'étang rompu, à moitié immergé, face contre l'eau. Dans l'annonce de sa mort, la version du suicide s'impose dans les médias et les cercles politiques. Un homme d'honneur qui n'a pas supporté d'être injustement accusé, titreront les journaux avec une compassion soudaine. Les mêmes qui, quelques jours plus tôt, s'acharnaient à décrire ces magouilles immobilières, versent maintenant des larmes de crocodile sur ce serviteur de l'État exemplaire. Mais, très vite, les anomalies s'accumulent. Pas moins de 84 incohérences seront relevées au fil du temps
par ceux qui ont étudié le dossier. Les premières autopsies révèlent des incohérences troublantes. Le niveau d'eau dans les poumons est insuffisant pour une noyade. Le corps présente des traces de coups, notamment au visage. Le taux de médicaments dans le sang est quant à lui trop faible pour avoir provoqué une inconscience. Et surtout, comment expliquer qu'un homme ayant absorbé une dose massive de somnifères se soit ensuite rendu dans un endroit aussi isolé pour se noyer? Parmi les preuves les plus accablantes contre la thèse du suicide, les lividités cadavériques. Ces marques, qui apparaissent sur un corps après le décès, se situent dans le dos de Robert Boulin, alors que son cadavre a été découvert légèrement penché vers l'avant, flottant à moitié dans l'étang. Une preuve flagrante que le corps a été déplacé quelques heures après le décès. Pour justifier cette anomalie, les défenseurs de la thèse officielle iront jusqu'à évoquer un déplacement des lividités dû au flux et reflux des étangs vaseux, à la traversée nocturne d'animaux sauvages venus s'abreuver, ou même aux vibrations de l'hélicoptère transportant le corps. Des théories qui ont provoqué l'hilarité des médecins légistes. Autre détail révélateur. Alors que les pompiers qui sortent le corps de l'eau ont leurs bottes souillées par la vase, le bas du pantalon et les mocassins de Robert Boulin sont immaculés. Autre preuve qu'il n'a pas marché dans l'étang, mais que son corps y a certainement été déposé. La découverte du corps elle-même pose une question. Officiellement, les recherches pour retrouver une personnalité ayant l'intention de mettre fin à ses jours ont été lancées à 6h25 le 30 octobre. Et le corps a été découvert à 8h40. Pourtant, dans ses mémoires publiées en 2007, Raymond Barre, alors Premier ministre, affirme avoir été prévenu de la découverte du corps vers 3h du matin. Une version confirmée par Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui déclare avoir été réveillé vers 2-3 heures pour être informé que Robert Boulin s'était suicidé. Plus troublant encore, lors d'une interview à France Inter, Raymond Barre lâchera cette phrase sidérante. « Nous ne pensions pas que le RPR allait assassiner Robert Boulin. » Une déclaration qui résonne comme un aveu. L'autopsie initiale, effectuée le 30 octobre 1979, a été tronquée sur ordre du premier substitut du procureur qui a donné la consigne aberrante « pas la tête ». La famille s'y oppose. Une directive contraire à toutes les règles scientifiques. Une autopsie étant toujours pratiquée selon un protocole précis et complet. Cette manipulation grossière n'avait qu'un but. Masquer les traces de coups sur le visage du ministre. Une seconde autopsie, réalisée en novembre 1983, après l'exhumation du corps, révélera 2 fractures importantes sur la face du ministre, provoquées par un choc direct et concomitant au décès. Le docteur Jolt, qui assistait les médecins légistes lors de cette seconde autopsie, confirmera en 2019 que la première autopsie leur était apparue comme tendancieuse, inadmissible et bâclée, et qu'ils avaient ensemble conclu que le ministre avait été liquidé. Fait troublant, le cadavre a subi des soins de thanatopraxie et un embaumement à l'Institut médico-légal sans l'avis ni l'accord de la famille. Un acte contraire au droit français, passible de 15 ans de prison. Cette facture, réglée par Matignon, visait manifestement à compliquer une future contre-expertise. Et puis, il y a le comportement de Boulin les jours précédant sa mort. Loin d'être abattu, il semblait combatif, déterminé à se défendre. Le 21 octobre 1979,
Interviewé sur l'affaire de Ramatuelle dans l'émission Le Club de la presse d'Europe 1, le ministre concluait sa réponse par « J'ai été exemplaire, et plus encore que vous le croyez, car il y a des choses que je ne peux pas dire ici. » Une menace à peine voilée contre ses adversaires politiques. Le jour même de sa disparition, il avait pris plusieurs rendez-vous pour les jours suivants, notamment avec des journalistes. Étrange comportement pour quelqu'un qui aurait planifié de se suicider. Mais qu'en est-il réellement des lettres laissées par Boulin? Certains experts en graphologie émettront plus tard des doutes sur leur authenticité. Des faux patents, dont certains présentaient un ajout en première ligne, visiblement mal collé et décentré, évoquant sa prétendue décision de se suicider. Ces lettres, soit dit en passant, disparaîtront mystérieusement des dossiers d'instruction quelques années plus tard. Une erreur administrative, dira-t-on. Bien sûr. Face à ces incohérences flagrantes, la thèse du meurtre commence à émerger, portée notamment par Fabienne Boulin-Burjat, la fille du ministre. Inlassablement, pendant plus de 40 ans, elle se battra pour faire reconnaître que son père n'a pas mis fin à ses jours, mais a été assassiné. Un combat souvent solitaire, face à un mur de silence et d'indifférence. Un combat qu'il a vu affronter des puissances considérables, risquer sa réputation, sa carrière, et peut-être même davantage.